Nous, les humains, communiquons entre nous grâce au langage verbal. Or, les animaux, eux, ne peuvent pas parler. Alors, comment faire pour communiquer avec eux? Observez la façon dont votre animal utilise ses yeux, ses oreilles et sa face. Les animaux utilisent de nombreuses parties de leur corps pour exprimer différents sentiments. En observant comment votre animal utilise son corps, vous arriverez à comprendre s'il est joueur, malade ou seulement en colère. C'est les mini-cochons, tu sais, les micro-cochons qu'on voit, les gens là, qui peuvent les promener. Tu sais, souvent, il y en a qui les promènent en laisse, il y en a qui les ont dans leur maison carrément. Ça demande quoi? Les cochons, c'est extrêmement sociable. De ce que j'ai entendu, c'est très... J'en ai jamais eu encore. Fait que ça, c'est ma première expérience de cochon. Très, très, très intelligent. Donc, il faut quand même être très bon sur l'enclos et tout ça parce que ça peut creuser pour se sauver. Puis ça a l'intelligence d'un enfant de 4 à 5 ans, à peu près. Donc, c'est quand même très intelligent. Ça demande beaucoup d'attention. Ça aime l'attention. Extrêmement gourmand. Ça aussi, il faut faire attention. Souvent, les cochons, ils sont trop nourris et ils deviennent très, très, très obèses avec tellement de gras des fois, on leur voit presque plus les yeux. Fait que, tu sais, ça, il faut faire attention parce que c'est quand même... je sais bien qu'ils s'appellent pot-belly, là, parce qu'ils ont des petits... ils ont vraiment des petites bédaines rondes, mais, tu sais, il faut quand même qu'ils soient capables de marcher puis de se déplacer. Ça, il faut faire les sabots aussi à ça. Il faut les tailler, les ongles, comme les chevaux, comme tous les animaux quasiment. C'est omnivore aussi, donc ils pourraient manger la même chose que nous. Généralement, les gens ils donnent de la moulée parce que, comme ça, on est sûr qu'il ne manque aucun vitamine et minéraux. Mais il faut quand même donner un peu de nourriture fraîche. On va privilégier les fruits et les légumes pour aller vers quelque chose qui n'est pas trop gras. Tu sais, de temps en temps, on peut donner quand même des œufs et de la viande, mais il faut penser qu'il ne faut pas exagérer. C'est un petit cochon, il n'est pas gros, fait qu'il ne faut pas non plus le surnourrir. Puis c'est sûr qu'à sa fête, on peut lui donner un morceau de gâteau, il n'y a pas de danger, mais peut-être pas tous les jours parce que justement, tu sais, nous, on prend du poids avec les gâteaux, mais eux, c'est pire. Ils sont encore moins... C'est comme un chien, tu sais, on peut lui donner du gâteau carotte, mais ça se pourrait qu'ils prennent beaucoup de poids. Tu sais, ils sont moins adaptés que nous pour le sucre. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Puis aussi, au niveau des dents, tu sais, eux, on leur bosse pas les dents, là, fait que, tu sais, si on donne trop de sucre, c'est pas très bon. Ça aussi, il faut vérifier les dents, s'assurer que tout est beau. Généralement, on peut avoir des vaccins annuels. Il me semble bien que les cochons ils ont certains vaccins aussi, parce qu'il faut faire attention. Les cochons, c'est l'animal le plus près de l'humain en termes génétiques. Donc, il y a des maladies qui peuvent nous transmettre et qu'on peut leur transmettre. Donc, ça aussi, c'est à faire très attention, parce qu'on pourrait rendre notre cochon malade et vice-versa. Donc, il faut vraiment s'assurer avec les vaccins que tout est beau. Et aussi, comme je disais, c'est très, très intelligent. Donc, tu sais, ça peut comme creuser en dessous d'une clôture pour se sauver. Et aussi, il faut savoir que les cochons sont des animaux qui adorent creuser avec leur nez. Ça fait partie de leur comportement naturel. Vous ne pouvez pas leur enlever cette chose-là. Donc, si tu veux un cochon, il faut que tu saches qu'il va creuser dans ta cour puis il va détruire des choses, puis c'est comme normal. C'est pas de les chicaner, c'est dans leur instinct, c'est dans leur comportement naturel. C'est comme chicaner un oiseau parce qu'il vole. Même chose. C'est pas normal. Pour eux, c'est normal de creuser. L'idéal, c'est de leur faire un coin où ils peuvent le faire. Et pour qu'ils épargnent, mettons, vos fleurs. Mais ils doivent le faire. C'est nécessaire pour eux. Parce que les cochons dans la nature, ils vont beaucoup creuser avec leur nez pour aller chercher des racines, des insectes et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux de pouvoir creuser. Donc, si vous n'avez pas de cours, vous pouvez leur acheter un bac à sable, des choses comme ça, puis peut-être leur mettre même des gâteries pour qu'ils puissent vraiment avoir un comportement naturel, parce que sinon, ça se pourrait qu'ils soient destructeurs dans la maison. Donc, c'est ça. T'sais, les cochons, c'est très, très, très caractériel aussi. Les cochons, ça jase. Si c'est pas content, ça va vous le dire.
Fait que, tu sais, nous, on va les avoir ici là, à la ferme. On va leur faire un grand enclos à l'extérieur pour qu'ils puissent justement aller creuser dans la forêt, puis s'amuser. Mais si vous avez ça à la maison, il faut vraiment savoir dans quoi vous embarquez. C'est un animal très particulier. Parce qu'il est très, très, très intelligent et très demandant au niveau émotif. Donc, tu sais, ça, il faut le savoir là, avant de s'embarquer là-dedans. C'est pas un animal pour débutants, ça non plus. Vraiment pas. L'idéal, quand vous commencez avec les chevaux, c'est d'être dans une écurie de pension avec des gens qui connaissent ça. Eux, ils vont pouvoir vous coacher quand même un peu. Donc, à l'écurie de pension, généralement, c'est comme ici, moi, j'en fais de la pension aussi pour les particuliers. Ça nous aide à payer pour nos chevaux, nos frais journaliers. Donc, tu sais, nous, on va donner la moulée, on va s'occuper de donner les vermifuges, on va s'occuper, tu sais, d'avertir les propriétaires quand c'est le temps de donner les vaccins. C'est eux qui piquent, qui viennent pour le vétérinaire aussi, mais on va avertir quand c'est le temps. On s'occupe des rendez-vous, fait que, tu sais, ces choses-là. Mais nous, on va s'occuper comme de tout ce qui est nutrition, etc. Tu sais, le cheval, c'est nous qui va le nourrir, c'est nous qui va... si la personne ne connaît pas ça, on va... Bien, généralement, moi, je formule qu'est-ce que chaque cheval mange moi-même. C'est inclus dans la pension. Parce que j'en ai qui mangent, qui ont besoin d'avoir plus de moulée pour rester en shape. Puis j'en ai qui ont besoin de pratiquement rien parce qu'ils sont déjà trop gros. Puis c'est sûr que le foin, c'est à volonté. Là. Nos chevaux, ils mangent à volonté. Même un cheval qu'il faut faire maigrir, c'est pas vraiment recommandé de les restreindre beaucoup. L'idéal, c'est de mettre quelque chose sur le foin pour que ce soit plus difficile de le manger que de donner des longues périodes où le cheval ne peut pas manger. Parce qu'un cheval, c'est obligé de manger tout le temps. C'est fait pour manger à la journée longue parce que ça produit de l'acide gastrique tout le temps. Fait que s'il a l'estomac vide, son estomac va devenir très acide, il risque d'avoir des ulcères d'estomac. Il risque de faire des coliques qui peuvent être mortelles pour un cheval. Donc, c'est vraiment... Oh, c'est une araignée! Donc, c'est vraiment important de toujours qu'il y ait quelque chose à manger. Puis, si un cheval doit maigrir, on peut aller vers de la paille broyée, qui est très peu nutritive, mais qui va quand même leur remplir l'estomac. Mélanger avec le foin, évidemment, il faut toujours qu'il y ait du foin. Mais pour réduire les quantités de foin, mais conserver cet aspect-là, parce que les chevaux ont besoin de toujours mastiquer, toujours manger. Ça, c'est extrêmement important pour eux, autant au niveau de la santé que du mental. Des chevaux qui manquent d'activité masticatoire, c'est des chevaux généralement qui vont développer ce qu'on appelle des stéréotypies. Fait que c'est comme des tics, un peu comme des tocs, si on peut dire, chez l'humain. Et c'est aussi des chevaux qui peuvent devenir destructeurs, donc gruger le bois de leur boc, parce qu'ils ont besoin de mastiquer, fait qu'ils cherchent quelque chose pour faire ce mouvement-là. Donc, c'est vraiment important. De l'eau fraîche, évidemment. Les chevaux, il faut qu'ils boivent beaucoup, surtout quand ils sont sur le foin sec. Parce que c'est un animal qui a évolué pour manger du foin frais. Donc, le foin sec, qui est extrêmement pauvre en eau, doit être complimenté de beaucoup, beaucoup d'eau. Puis si vous avez un cheval que vous trouvez qu'il ne boit pas assez, c'est même bon de mettre un petit peu de sel dans leur moulée parce que, pour les inciter à boire. Parce que le cheval n'a pas un réflexe de soif naturel très élevé, justement parce qu'il n'est pas fait pour manger de la nourriture sec. Donc, il n'y a pas tant besoin d'avoir un gros réflexe de soif. Et aussi parce que les chevaux perdent beaucoup, beaucoup d'électrolytes dans leur sueur. Donc, le débalancement, ce qui fait qu'on a soif, c'est qu'on perd beaucoup d'eau. Puis là, on devient comme trop concentré en électrolytes dans notre sang. Puis là, notre cerveau, il dit « Ah, il faut boire de l'eau ». Les chevaux, ils perdent beaucoup d'électrolytes dans leur sueur. Donc, le débalancement se fait vraiment pas rapidement. Donc, des fois, ça peut prendre du temps avant que le cerveau dise « Tu as besoin de boire de l'eau ». Et là, l'animal peut être quand même dans un état assez déshydraté. Et la déshydratation peut mener, encore une fois, à la colique chez le cheval, qui est une des... Je dirais que c'est la maladie la plus mortelle chez le cheval, c'est la colique. C'est un peu comme ça ressemble un peu à la stase gastrique chez le lapin.
Mais il y a plusieurs causes différentes. T'sais, eux, ça peut être carrément une torsion des intestins. Ça demande une opération, sinon l'animal meurt. Ça peut être un blocage aussi, parce que ça le ralentit ou parce qu'il a mangé, admettons qu'il aurait mangé trop de paille, qui n'est pas broyée, puis qu'il l'aurait mal mastiqué, ça peut faire un bouchon. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe. Donc, encore une fois, là, c'est souvent une opération, parce que sinon l'intestin va rupturer, l'animal va mourir. Il y en a que ça peut être au début, donc c'est l'estomac qui est plus capable de se vider, c'est l'estomac qui va fendre, parce que les chevaux ne peuvent pas vomir. Donc, si un animal fait ce genre de choses-là, il faut que le vétérinaire prenne un tube, le descende dans sa trachée, pas sa trachée, son œsophage. Trachée, c'est l'autre bord. Le descendre dans son œsophage pour pouvoir, ce qu'on appelle dégazer, là. Donc, tous les gaz vont sortir de l'estomac et aussi le surplus de liquide. Donc là, ça va décompresser l'estomac, puis ça nous laisse du temps pour traiter le reste avant de voir si on est capable de le sauver ou pas. Mais si on ne fait pas ça, l'estomac peut carrément rupturer, puis l'animal va mourir. Parce qu'eux, ils ont un muscle très, très fort à l'entrée de l'estomac qui fait qu'ils ne peuvent pas vomir. Il y a un muscle, puis la façon aussi qu'elle est faite, l'entrée, fait aussi, c'est comme le mix des deux, là, qui fait qu'un cheval, ça ne peut pas vomir, ça ne peut pas roter comme une vache, qui, elle, va comme régurgiter sa nourriture, la remastiquer, la réavaler. C'est ça qu'ils font quand ils ruminent. Les chevaux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, s'il y a une problématique avec l'estomac et les intestins, ils sont très fragiles parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mécanismes pour s'en sortir. Aussi, dans le niveau des intestins, ils ont plusieurs parties de l'intestin qui sont grosses, puis ensuite petites, grosses, petites. Puis c'est dans ces petites places-là où généralement, il va se créer un bouchon. Puis c'est là que c'est dangereux, là. Donc, c'est quand même un animal qui est fragile. Le cheval comparé, mettons, à une vache ou une chèvre. C'est fancy, un petit peu. C'est ça. Faut quand même, si vous ne connaissez pas les chevaux, c'est bien de bien s'entourer quand on commence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Puis, moi, la seule chose que je vous dirais, connaissez votre animal. Puis, si il y a quelque chose, il y a un petit changement, puis vous dites, il n'est pas comme il est d'habitude, prenez pas de chance, demandez un ami, demandez un avis à quelqu'un qui connaît plus ça. Je devrais-tu faire venir le vétérinaire parce que souvent, ça commence par des petites choses comme ça qu'on voit un petit changement puis on se dit « Ah, il y a quelque chose ici », puis ça peut devenir quelque chose de gros. Donc, toujours à vérifier, toujours surveiller votre animal. C'est aussi des animaux qui sont très, très bons pour se faire des plaies. Ils ont la peau quand même fine. En fait, ils ont la peau plus fine que nous. Fait que les gens qui disent, vous voyez les jockeys là, donner des gros coups de cravache aux chevaux en disant « Ah, ils ont la peau épaisse, ils ne sentent pas », c'est pas vrai. Ils ont la peau plus mince que nous. Les chevaux sentent une mouche sur leur peau. Puis ils sont capables de faire bouger leur peau. La peau bouge pour faire enlever la mouche. Mais ils sentent la moindre petite chose. Donc, c'est pas vrai là, que les coups de cravache, puis les ci, puis les ça, ils ne sentent pas du tout. Là. C'est une fausseté. Ils sont extrêmement... C'est un animal très, très, très sensible. C'est un animal très intelligent. Fait que c'est ça. Quand on commence, c'est vraiment de bien s'entourer, de prendre des cours, parce qu'un cheval, c'est pas juste d'embarquer dessus puis en way, là. Il y a beaucoup de choses. Comme je dis, c'est très sensible. On peut, tu sais, si vous avez déjà vu des chevaux aux Olympiques là, faire du dressage, un cheval, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, tu sais, c'est de bien s'entourer. Moi, c'est ce que je dirais. Vous voulez acheter un cheval, bien vous entourer. Deuxième conseil que je pourrais dire, s'il y a deux choses sur lesquelles vous ne devez jamais dire « Ah, c'est trop cher, je vais acheter moins cher », la selle, le mort. Ce qu'il y a entre vous et votre cheval, c'est une selle. Si elle est mal adaptée à son dos, elle peut vraiment sérieusement blesser votre cheval. La selle, c'est extrêmement important qu'elle soit bien adaptée à votre cheval. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, pour pouvoir vous dire, selon le dos de votre cheval, voici quelle selle pourrait faire. Et dans les selles classiques, c'est même possible de les ajuster. Donc, on les envoie à un sellier qu'on appelle. Il va carrément prendre la mesure du dos du cheval et l'ajuster selon ses besoins. Donc, ça, c'est sûr que c'est dispendieux. On peut s'attendre... Vous pouvez prendre une bonne selle usagée, peut-être à 2000 $. Le sellier, c'est peut-être un 250-300. Puis une selle de qualité que vous achetez neuve, c'est dans les 5000 $. Par contre, vous allez l'avoir pour votre vie au complet. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Parce qu'une bonne selle de qualité, ça peut durer des années. On parle ici de 30, 40 ans des fois. Donc, ça vaut la peine. Et si vous l'achetez neuf, souvent, d'une selle de qualité, le sellier en tant que tel peut carrément mesurer votre cheval et vous l'avoir déjà ajusté à ce prix-là. Donc, c'est quand même intéressant.
En western aussi, une bonne selle de qualité, c'est au moins un 3 000 $ le facile. Ça, c'est que la selle. On rajoute là-dessus la sangle, les tapis de selle, la bride. Et le mort, comme je dis, ça, c'est une autre chose aussi. Moi, je ne monte pas de mort jamais, mais il y a beaucoup de gens qui montent avec des morts. Puis ça, c'est extrêmement important de choisir le bon modèle. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça d'une amie qui a fait un cours en morcellerie, qu'on appelle. Puis, il y a des chevaux qui ont pas toute la même anatomie de bouche. Donc, il y en a qui ont des plus grosses langues, des plus petites langues, des palais plus étroits, des barres plus étroites. Donc, un mort qui fait bien un cheval ne fera peut-être pas à l'autre. Donc, toujours, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi. Puis évidemment, bien, les soins vétérinaires, puis les soins des pieds, les maréchaux qu'on appelle, qui vont venir couper les sabots des chevaux, là, le surplus. Ça aussi, c'est absolument, absolument à ne pas négliger. C'est la base. Un cheval qui a des pieds en mauvais état va avoir des boiteries, va avoir de la douleur. Puis c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça, c'est 6 à 8 semaines, maximum 8 semaines qu'il faut faire ça. Nous, ici, on les fait aux 6 parce qu'on a des chevaux qui ont les pieds qui bougent beaucoup, qui poussent vite. Donc, tous nos chevaux nous sont faits aux 6 semaines. Puis, laissez faire docteur Facebook, là, puis appelez votre vétérinaire si vous avez des doutes sur quelque chose. Parce que ça, je le vois vraiment souvent. Et j'ai déjà vu des gens conseiller des choses qui pourraient carrément tuer un animal. Fait que c'est pas vrai que votre vétérinaire il est là juste pour faire de l'argent sur votre dos. C'est juste que votre vétérinaire il n'est pas devin. Fait que oui, il a besoin de faire des tests pour voir est-ce que ses reins sont corrects, ça prend des tests sanguins. Est-ce que son foie est correct, ça prend des tests sanguins. Là, je sais pas, il y a peut-être un cancer, ça me prend une radiographie pour aller voir. J'ai pas des yeux en rayon X, je peux pas le savoir. Vous pouvez pas juste arriver puis donner les symptômes puis vous attendre à ce que votre vétérinaire sache que votre animal y a. Vous allez chez le médecin, votre médecin vous fait des prises de sang, il va vous faire des radios, c'est la même chose. Sauf qu'on est trop habitués ici au Québec, on les paie pas, nos soins de santé. Fait que pour nous, là, payer comme 300$ de vet, c'est impensable. Tandis qu'aux États-Unis, quelqu'un qui se fait hospitaliser pendant 3 jours, il sort avec 10 000$ de bill. Fait que ça, là, je dis rien. Les vétérinaires sont pas là pour nous flouer, ils sont pas là pour faire de l'argent sur notre dos. Ils sont là pour aider l'animal, mais ils sont pas devins. Puis aussi, vous avez le droit de dire non. Tu sais, des fois, les vétérinaires, ça se peut qu'ils insistent sur les vaccins et les vermifuges parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués à l'école, puis on le sait que c'est important. Mais vous avez le droit de dire non. Puis, votre vétérinaire devrait respecter ça aussi. Vous avez le droit. Par contre, c'est sûr que si votre animal souffre et vous refusez les soins, c'est sûr qu'à ce niveau-là, le vétérinaire va probablement plus insister parce que votre animal souffre. Il faut minimalement au moins qu'on atténue les souffrances de votre animal. Le vétérinaire, il a fait école pas pour vous prendre de l'argent, il a fait école pour aider les animaux puis faire que votre animal il souffre moins. Donc, c'est sûr que si vous refusez ça, ça leur fait mal au cœur. C'est pas une question d'argent, c'est une question... Ils laissent partir un animal qu'ils savent qu'il est en souffrance, puis ça leur fait de la peine. J'en ai vu des vétérinaires, j'en connais, je suis technicienne en santé animale, j'ai déjà travaillé en clinique. Je peux vous dire, j'en ai vu des vétérinaires qui ont eu des mauvaises nuits en pensant à votre animal à la maison parce qu'ils n'ont pas été capables de vous aider comme ils voulaient. Et ils en ont passé la nuit à réfléchir, à se dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce que j'ai manqué, Donc, s'il vous plaît, laissez faire le docteur Facebook, puis en cas de doute, appelez un vétérinaire. Puis aussi, si vous avez des amis techniciens en santé animale ou vétérinaires, appelez-les pas à 11h le soir, là, dans leurs heures personnelles, parce que eux autres aussi ont besoin de repos, puis ont besoin des fois de déconnecter du travail, parce qu'il y a des journées, c'est pas facile, on a des euthanasies, des cas difficiles. Ils ont besoin de déconnecter. Fait qu'aussi, tu sais, pour une petite affaire comme peut-être votre animal a une infection urinaire, tu sais, attendez le lendemain puis appelez la clinique. Dérangez pas votre ami tech ou votre ami vétérinaire pendant son temps de repos parce que des fois, c'est précieux. Fait que j'en connais des gens qui font ça aussi parce qu'ils essaient de s'éviter un bill de vétérinaire puis c'est un peu plate parce que, vous savez, si vous appelez en clinique puis que vous savez pas si votre animal a besoin d'être vu, des fois, là, les gens souvent disent « Ah, ils vont me dire de venir, c'est sûr, il va faire de l'argent. » Pas toujours. Moi, j'ai déjà vu des vétérinaires qui ont fait écoute, ton animal est constipé, parfait, essaye de donner telle chose à la maison. Si ça ne fonctionne pas, rappelle-nous, on prend un rendez-vous. Mais des fois, ils peuvent vous donner des choses à faire à la maison ou vous dire, les symptômes sont encore, tu sais, il est arrivé telle chose, OK, bien, surveillez votre animal pour tout de suite. Puis s'il y a quelque chose qui empire, rappelez-nous. Fait que ça peut arriver qu'ils vous donnent juste des petites instructions à la maison.
Puis vous pouvez leur dire, écoutez, je suis un peu serrée, j'aimerais ça voir à la maison en premier. Puis souvent, les gens sont très compréhensifs. Ça se peut que si vous dites, par exemple, que votre animal a une patte cassée, ils ne vont pas vous dire d'attendre à la maison. Ils vont vous dire, venez-vous-en, ça presse. Mais pour plein de choses, ils peuvent vous aider en vous disant, vous surveillez ça, ça, ça. Si ça, ça l'empire ou si ça ne l'améliore pas d'ici 1 à 2 jours, venez nous voir. Fait que, moi, je vous dis, faites-vous une bonne relation avec votre vétérinaire, puis je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Mais si vous avez un animal, il faut vous attendre à avoir des soins vétérinaires à payer, puis ça, c'est peu importe l'espèce. Que ça soit un rat, que ça soit un cheval. Je vous avertis, un cheval, ça coûte quand même très, très cher de vétérinaire parce que c'est gros. Puis aussi, bien, les soins des sabots et tout ça, c'est quand même fréquent. Donc, c'est quand même des frais qu'il ne faut pas négliger. Puis c'est quoi les risques et contre-indications à l'utilisation d'une approche comme la zoothérapie? Évidemment, en lien avec l'approche de la zoothérapie, comme toute intervention, on a des avantages et des limites inconvénients. En lien avec la zoothérapie, évidemment qu'on ne peut pas utiliser cette approche-là avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il existe des contre-indications. Par exemple, quelqu'un qui souffrirait d'une grande allergie aux animaux, évidemment qu'on ne pourrait pas utiliser cette approche-là s'il y a un risque pour la santé physique là, de notre client. Par contre, c'est sûr que dans certains cas, avec certaines allergies très mineures, on peut utiliser des antihistaminiques avant les séances. Il y a moyen aussi de s'arranger si on obtient le consentement du client qui est libre et éclairé de procéder à l'intervention malgré son allergie. Mais pour des gens qui auraient des allergies plus sévères, évidemment qu'on ne peut pas utiliser là, cette intervention auprès d'eux puisque ça l'implique un animal. Ensuite de ça, il faut faire attention aussi avec les clientèles qui sont vraiment très fragilisées, qui sont très vulnérables. Donc oui, ce n'est pas un non obligatoire. On utilise dans certains cas la zoothérapie avec des clients qui font des traitements de chimiothérapie qui sont très immunosupprimés, mais il y a des précautions supplémentaires à prendre et c'est important de les appliquer. Et il y a même dans certains cas des clientèles très fragilisées qu'on ne pourra pas intervenir auprès d'eux parce que le risque de contamination est présent. Il ne faut pas oublier qu'avec un animal, il existe des zoonoses, donc il y a un risque de contamination. Par exemple, la rage, toutes les zoonoses, c'est des maladies qui vont se transmettre des animaux aux humains. Par exemple, la rage. Donc, c'est important que notre animal ait un bon suivi de santé avec notre vétérinaire et qu'il reçoive toute la vaccination soit à jour au niveau de la rage, mais aussi des vermifuges parce qu'il y a certains parasites intestinaux ou internes qui peuvent également se transmettre par la salive ou des choses comme ça, par les excréments aux clients. Donc, vraiment, il y a des contre-indications à respecter. Par exemple, des gens aussi qui auraient une grande peur envers les animaux. Évidemment, c'est une clientèle qu'on devra éviter. Je tiens toujours aussi un bémol parce qu'il y a des gens avec qui ont une grande peur des chiens parce qu'ils ont vécu un traumatisme lorsqu'ils étaient enfants, par exemple, se sont fait mordre par un chien, qui m'ont déjà contacté parce qu'ils voulaient travailler en désensibilisation de leur peur. Donc, évidemment que si on a des clients qui nous contactent pour travailler cet objectif-là avec eux, on va le faire. C'est vraiment plus lorsqu'on a quelqu'un qui vit une grande peur, qui n'est pas intéressé à la désensibiliser. Là, évidemment qu'on ne pourra pas utiliser cet animal-là qui engendre cette peur-là à ce client-là. Ensuite de ça, comme je vous disais, c'est important que les gens soient bien informés. Donc, dans les milieux qu'on va, c'est important que ça soit aseptisé. On a des protocoles aussi à respecter en lien avec le protocole d'hygiène, quoi faire, quoi ne pas faire avant, pour éviter la transmission ou la contamination, parce que la fourrure de l'animal présente
une source vecteur de contamination. Donc, si on intervient avec une personne qui vit, par exemple, qui a présentement un virus respiratoire, bien, c'est sûr que s'il va toucher l'animal, on ne peut pas mettre l'animal tout de suite en intervention avec quelqu'un d'autre parce que la personne qui est suivante, qui va flatter l'animal, peut se mettre les mains dans le visage et attraper ce virus-là. Et évidemment que c'est impossible d'aseptiser l'animal au purel. Donc, on a vraiment des critères à respecter. Donc, il y a des soins d'hygiène à respecter. Par exemple, faire prendre une douche ou un bain à l'animal avant les interventions, s'assurer que les griffes soient bien coupées, ne pas donner d'alimentation crue à l'animal parce que si vous lui donnez une alimentation qui est crue, elle peut contenir des bactéries qui vont rester au niveau des gencives et lorsqu'il va licher, par exemple, le visage d'un client, il peut avoir un transfert au niveau d'un contaminant ou d'une bactérie ici aussi également. Donc, il y a plusieurs critères comme ça que c'est important de respecter pour assurer autant la bonne santé vitale de notre animal que la sécurité de nos usagers aussi.